Les guerres, on sait quand, pourquoi, où et comment elles commencent. On ne sait jamais quand, pourquoi, où et comment elles finissent. Le jeudi 24 février 2022, la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. La deuxième puissance militaire devrait faire d'une bouchée son voisin. Tout le monde, ou presque, pensait qu'il va s'agir d'une guerre éclair, avec au bout une reddition rapide des combattants ukrainiens. La guerre a eu sa première semaine, elle vient de finir sa deuxième semaine pour entamer la troisième. Jusqu'où est-elle prête à aller? C'est la principale question autour d'un conflit, d'une guerre ou d'une opération militaire dont les échos se répandent tous les jours un peu plus dans le monde. Mais dans le monde, il ne s'agit pas de la seule guerre qui emploie bombes, chars de dernière génération, armes automatiques et qui tue parfois dans le silence de nombreux combattants et civils en jetant sur les routes de nombreux réfugiés. Les bombes tombent depuis des années sur le Yémen. Des raquettes et projectiles font des victimes en Somalie, en Libye, en Syrie et en Irak, sans oublier la Palestine et Israël. Plus près de nous, la Centrafrique, le Nigeria ou encore le Mali. Ces autres guerres sont-elles aussi vraiment de vraies guerres? Et les réfugiés, de vrais réfugiés devant être secourus. Sur terre, tout se passe comme si les hommes qui naissent égaux en dignité et en droit le sont juste dans les déclarations. Comme cette semaine pour les femmes dans leur combat pour l'égalité avec les hommes. Le 8 mars a été célébré mardi avec un peu trop pas de nombreuses femmes dans les pays du Sud. Ici et ailleurs, on aime les danses, les chants et les plats du pays. Probablement que les fêtades ont déjà tout acquis. Au Togo, parmi les droits acquis, et par les hommes et par les femmes, c'est le droit à élire et à être élu. Cette fin d'année, il sera de nouveau manifeste dans le cadre des premières élections régionales. Ce scrutin s'étoffe de plus en plus. Cette semaine, les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres ont adopté un avant-projet de loi portant modification du code électoral. En hibernation depuis 2 ans, les partis politiques sont visiblement sommés de partis pour aller à la rencontre des militants, partis pour préparer la participation au scrutin. Probablement pour le scrutin, certains partis sont en contact plus serré avec leurs militants. Les images ornent les pages des journaux et abondamment partagées sur les réseaux sociaux et par les utilisateurs de tous les jours et par les journalistes. Les journalistes du Togo, eux, continuent de pleurer la disparition de Joël Ega, le directeur de publication de Fraternité, nous tournait le dos dimanche dernier quand nous mettions fin à la dernière édition du D12. Comme de tradition, les RIP ont fleuri partout. Il est aujourd'hui très aisé d'écrire ou d'aligner le RIP, le Rest in Peace, est tellement galvaudé que tout le monde se l'octroie désormais sans grande peine. En vérité, toute disparition du monde des vivants doit être une leçon et un appel. Un appel à aimer son prochain de son vivant, un appel à aider son semblable quand il est encore en vie, et un appel à prier pour lui ce dimanche. Quelle est votre prière? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Avec nous dans ce studio, Nathaniel Olympio du Parti des Togolais, le D12 au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Nathaniel Olympio, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est la première fois qu'on se voit cette année. Et comment se sont passées les toutes premières semaines ou les tout premiers mois de cette année? Difficile pour les Togolais. Personnellement. Je suis là pour parler surtout des Togolais. Pour moi aussi, c'est difficile parce que je vis dans le même espace que tous les Togolais. Et vous savez que la question de la vie chère est une grande préoccupation pour les Togolais, qu'ils vivent au quotidien les difficultés, qu'ils vivent au quotidien l'impossibilité de satisfaire les besoins de la famille parce que les prix s'envolent. Le bol de curry qui est aujourd'hui à 1200 francs, donc c'est excessivement élevé. Le maïs, on est à 600, 800 francs par endroit. Et tout cela rend les Togolais extrêmement inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Je ne sais pas si vous vivez les mêmes difficultés que les Togolais, dans le sens où vous êtes un leader de parti politique et que sans doute vous êtes dans les affaires. La préoccupation d'un certain nombre, c'est que quand, par exemple, les bois verts, comme un certain nombre de cadres au Togo, eux aussi crient, on se pose la question, qu'en sera-t-il des bois secs qui sont à Saint-Cassé, qui sont à Tandouaré, qui sont quelque part à Menirakondi ou dans le Babono? Vous savez, quel que soit votre niveau de vie,
Et quand les choses coûtent cher, tout le monde le ressent. Parce que vous avez un budget que vous utilisez habituellement. Et quand le prix des produits s'élève, eh bien, vous le sentez aussi. C'est vrai que ceux qui sont déjà dans la précarité au quotidien le sentent davantage parce que ils étaient déjà dans un mode survie, je dirais. Et quand les prix grimpent, ça devient encore très très compliqué. Et pour cela, je me demande pourquoi jusqu'à présent l'État n'a pas encore pris des dispositions, ne fût-ce que sur une période donnée, de contrôler certains prix, de bloquer certains prix, de subventionner éventuellement certains produits de première nécessité. Et on ne voit pas le gouvernement prendre des dispositions de cette nature et c'est vraiment au détriment des Togolais qui sont en pleine souffrance. Ouais, dit de cette façon, est-ce que c'est pas trop simpliste puisqu'on sait que le gouvernement du Togo, face à cette situation qui ne date pas d'aujourd'hui, a pris un certain nombre de mesures en accompagnant les Togolais dans une certaine mesure, peut-être sans doute à la taille des mesures, des moyens de ce gouvernement-là. Et récemment aussi, le gouvernement a mis en place une ligne verte pour dénoncer la mauvaise concurrence ou les mauvais prix pratiqués par certains commerçants. Je ne sais pas de quelle mesure particulièrement vous parlez. Ce qu'on constate, c'est que les prix n'arrêtent pas de grimper. Et les Togolais n'ont pas d'autres sources de revenus que ce qu'ils avaient. Et il n'y a pas d'augmentation de salaire dans le pays. Et donc, vous comprendrez que mettre en place une ligne verte pour dénoncer la mauvaise concurrence, d'accord, ok, c'est fait. Mais ça n'est pas ça qui change quelque chose dans la difficulté que les Togolais ont à se nourrir décemment. Donc vos propositions, par exemple, c'est d'augmenter carrément les salaires. Mais je pense que quand on vit dans un environnement où le salaire du Togolais ne lui permet pas de vivre, ne fût-ce que le SMIC, vous savez, le SMIC aujourd'hui, il est à quoi? À 35 000 francs. Et quel parent peut tenir sa famille dans des conditions décentes avec un tel salaire? Et à côté, nos voisins les plus proches sont au double et plus de ce que les Togolais gagnent. Donc il y a véritablement un problème de dignité que l'État doit prendre en considération pour revoir les conditions de vie des Togolais. De la manière la plus basique qui soit, il faut qu'on revoie ces conditions de vie. Sur la question de la vie chère, de l'inflation, des prix sur les marchés, cette question n'est pas que togolaise, vous le savez. Mais elle est une question mondiale. Les Togolais ne peuvent pas s'adresser aux Chinois pour résoudre leurs problèmes. Ils doivent s'adresser à leurs dirigeants. Et chaque pays essaie de trouver des solutions pour que la population survive ou vive de manière plus décente. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Il y a des pays dans l'Afrique de l'Ouest qui prennent des dispositions pour améliorer le quotidien de leurs citoyens. Au Togo, ça n'est pas ça, donc c'est pour ça que j'interpelle le gouvernement togolais, le Premier ministre, pour qu'un regard plus pratique soit porté sur la difficulté quotidienne des Togolais. Quand vous regardez ce qui se passe dans le pays, le train de vie de l'État, par exemple, est-ce que vous avez l'impression que l'État togolais a les moyens de mettre en œuvre un certain nombre de solutions que vous préconisez? On a eu ici la semaine dernière les associations de consommateurs. Certains ont parlé de la hausse ou de la révision, la hausse du SMIC par exemple. Est-ce que l'État togolais, dans la situation actuelle, a les moyens de cette politique-là? D'abord, le Togo n'est pas un pays qui ne dispose pas de ressources. L'État doit aider les Togolais en créant les conditions propices pour que les Togolais produisent de la richesse. Et bien sûr, il y a toute cette question de corruption et de gestion avec peu d'orthodoxie des finances publiques. Et tout cela, bien sûr que ça ne peut pas améliorer le quotidien des Togolais. Il y a des points sur lesquels le gouvernement devrait travailler et ils ne le font pas. Et on se contente, comme vous êtes en train de l'exprimer,
de dire que le Togo n'a pas d'argent. Non, le Togo c'est pas ce que a je les dis. capacités. Je me pose des questions. Oui, mais bon, dans la question, c'est ce que l'on comprend. Le Togo est en mesure de donner plus que ce qui est fait aujourd'hui aux citoyens. On ne peut pas simplement dire que le Togo n'a pas les moyens. Si le Togo peut se donner les moyens en limitant la prédation sur les finances publiques, en punissant également ceux qui sont dans la corruption, en optimisant les ressources de l'État. Il y a des pistes de solutions si l'on a la volonté d'être au service des Togolais. On ne peut pas se contenter de dire qu'on n'a pas les moyens. Bien, merci. Nous parlerons sans doute, nous continuons pas à parler de la vie chère puisque c'est une question qui tient à cœur à beaucoup de Togolais et puisque quand vous sortez sur le marché, les prix ne cessent d'augmenter comme vous l'avez rappelé tantôt. Mais il y a certains qui ne verront pas la suite de cette histoire-là si demain ces prix-là vont baisser ou si nous sommes partis pour ne plus retourner dans le monde d'avant. Parmi ceux-là, par exemple, il y a notre confrère Joël Ega et dimanche dernier, il a quitté le monde des vivants. Beaucoup ont été surpris, y compris nous-mêmes. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez été surpris par cette nouvelle, triste nouvelle. Comment ne pas l'être, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de le rencontrer le 30 décembre dernier, dans des conditions extrêmement difficiles. Il était encore derrière les barreaux avec Ferdinand. Et nous avons échangé sur la vie qu'il menait dans cette prison, déshumanisante d'ailleurs. Et donc, il ne donnait pas l'impression de quelqu'un qui allait disparaître dans les semaines qui allaient suivre. Et aujourd'hui, Joël Ega n'est plus avec nous. C'est avec beaucoup de tristesse et de peine que moi j'ai eu cette nouvelle-là. Et j'adresse mes condoléances à sa famille, ses enfants. Il a des petits-enfants, des enfants en bas âge, je veux dire. Son épouse et sa famille, toutes mes condoléances. À sa famille, je dirais professionnelle aussi, vous les journalistes. Mais moi, vous savez, la manière dont je l'ai vu pour la dernière fois et la nouvelle de sa disparition, ce sont les deux choses que je mets ensemble parce que ce sont les deux informations, les deux situations que j'ai eues de lui avant sa disparition. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre les deux. Et je reste sur ce parallèle-là. Comme l'a vu en prison, il était comment? Vous savez que la prison civile de Lomé est un endroit qui ne devrait plus exister. D'ailleurs, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a recommandé que l'on détruise ce bâtiment, en tout cas que ça ne serve plus de lieu de détention. Donc les conditions sont exécrables. Et je le disais tout à l'heure, c'est déshumanisant de faire vivre des gens, même des prisonniers à qui on reproche quelque chose, à qui des gens qu'on estime qu'ils ont une dette envers la société. Et je ne parlerai même pas de ceux qui y sont de manière innocente, tous ces prisonniers d'opinion. Et Joël Ega et Ferdinand n'avaient absolument pas de raison d'être là-bas pour ce pourquoi on les a amenés là-bas. Donc c'est un endroit qui est répugnant simplement et c'est déshumanisant. Et rien que pour ça, j'estime qu'on ne peut pas traiter les êtres humains qui sont supposés revenir dans la société et vivre en bonne intelligence avec tout le monde. On ne peut pas leur faire subir cette humiliation permanente. Ce témoignage qui est personnel, puisque Joël Ega beaucoup l'ont connu comme journaliste de la presse écrite, mais je fus rédacteur en chef de Joël Ega au début des années 2000 à Radio Nostalgie. Joël Ega, je l'ai rencontré il y a quelques jours à l'occasion d'un dîner d'adieu de l'ambassadeur américain dans sa résidence ici à Lomé. Nous avons eu à échanger quelques instants et puis dimanche, quand j'ai appris sa mort, c'était un choc. Cela suppose, comme le disent les Saintes Écritures, que nous devons être prêts, que la mort peut arriver à tout moment. Mais ceci dit, est-ce que nous ne devons pas, le temps que nous passons sur cette terre en étant vivants, et nous aimer encore un peu plus que de nous détester, puisque visiblement il y a sans se cacher à certains Togolais qui ne s'aiment pas, ça on le sait. Mais est-ce que ce n'est pas une occasion, comme le disent très souvent les prêches lors des veillées funèbres,
des occasions pour plus d'amour. Les relations humaines sont quelque chose de très complexe, très compliqué, et chaque individu a sa compréhension de sa vie au milieu des siens, au milieu des autres, et la relation que l'on entretient avec autrui est l'image de la conception que l'on a de la vie. Et c'est vrai, les Saintes Écritures le disent, aimer son prochain comme soi-même. Mais au-delà de ces formules toutes faites, je pense qu'il y a un certain nombre de principes et de valeurs, un certain nombre de concepts qu'il faut au quotidien prendre en compte. C'est simplement avoir de l'empathie pour les autres, c'est-à-dire être sensible à la souffrance des autres. Et ça permet aussi de ne pas être soi-même celui qui procure de la souffrance inutilement. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde de grande violence, violence entre individus, violence entre États, et on pense toujours que c'est la raison du plus fort qui est la meilleure et que les problèmes doivent se résoudre au final par la force. C'est une lecture erronée des choses de mon point de vue, d'autant plus que les experts nous disent que l'humanité n'a pas toujours fonctionné comme ça, sur la base de rapports de force. L'humanité n'a pas toujours été comme ça. Donc, c'est au fil du temps que nous nous sommes imposés ce type de relation entre individus dans la société. Et donc, ça n'est pas une fatalité. Ça peut être revu, ça peut s'améliorer, et c'est à cela qu'il faut s'atteler. Bien entendu, Joël est parti et peut-être que certains le savent, certains ne le savent pas. Joël, il est relativement jeune puisqu'il n'a que 43 ans et la question aussi est de savoir si à cet âge, on a pu jouir des fruits de son travail. Et même vous, de loin, puisque je sais que vous fréquentez beaucoup de studios, vous avez des contacts fréquents avec des journalistes. Est-ce que vous sentez qu'il fait bon vivre dans la presse togolaise? Il ne fait pas bon vivre au Togo. Et la presse togolaise est à l'image de l'ensemble du Togo. Non, les journalistes sont dans une situation de précarité professionnelle, il faut le dire. La plus grande partie des journalistes sont toujours en train de tirer le diable par la queue. Le métier de journaliste au Togo n'est pas apprécié à sa juste valeur, n'est pas apprécié par rapport à sa contribution à l'éveil des consciences, je dirais même à l'éducation, je mets ça en guillemets, mais je le prononce quand même ce mot-là, à l'éducation de manière générale. Et je crois que nous gagnerons, nous tous Togolais, l'État togolais gagnerait à porter une attention beaucoup plus intéressante, beaucoup plus porteuse sur ce corps de métier, parce que finalement, ce sont des acteurs qui sont incontournables dans notre processus d'évolution et de vie sociétale, et le processus de démocratisation en cours, et malheureusement, ils ne sont pas outillés, et donc parfois, on comprend qu'il y a aussi des dérives, il y a aussi ceux qui le font de manière alimentaire, et tout cela n'est pas de nature à donner au métier ses lettres de noblesse. Et il faut que nous ayons tous conscience que la situation des journalistes est d'une grande précarité et il faut revoir cette situation. La question qui suit, c'est qui peut sauver la presse togolaise? Parce qu'on sait que ces derniers jours, les responsables des associations des journalistes du Togo sont en conclave pour évoquer la question de la convention collective. C'est une question qui est une vieille question, puisqu'elle a été évoquée pour les toutes premières fois à la fin des années 90 et puis au début des années 2000. Mais depuis, force est de constater que, comme vous l'avez si bien résumé, la précarité est la cour dans la presse togolaise. Vous avez évoqué l'État, mais qui, au-delà de l'État, pour sauver la presse? Parce que visiblement, elle est en danger. Mais de mon point de vue, la préoccupation première, c'est d'avoir un cadre général. Un cadre général qui permette à chaque corps de métier, et aujourd'hui nous parlons des journalistes, mais c'est exactement la même chose pour tous les autres corps de métier, il faut un cadre général qui permette aux corps de métier de pouvoir s'épanouir et de s'organiser entre eux-mêmes en ayant la possibilité de jouir du fruit de leur travail. C'est cela qui est important. Les gens,
ils ont choisi un métier qu'ils font souvent avec passion, avec compétence, mais ce ne sont pas des gens dont l'activité professionnelle permette de vivre de manière satisfaisante. Quand c'est comme ça, eh bien, il y a toujours des dérives. Et je disais donc que l'État a une grande responsabilité en la matière, pas en distribuant de l'argent aux gens nécessairement. Oui, les subventions sont parfois utiles, mais au-delà de l'aspect financier, c'est surtout d'offrir le cadre qui permette à chacun de s'épanouir et de développer son activité sans qu'il y ait des entraves sur la liberté, des entraves sur l'opinion, les entraves sur les droits dont on devrait jouir. Et tant que nous n'aurons pas cela, quel que soit l'effort qui est fait dans les corporations, eh bien, ces efforts vont toujours se heurter à la dureté de l'environnement dans lequel on évolue. Donc, c'est cela la base, c'est cela les fondamentaux. C'est pour cela que je pointe du doigt le gouvernement et l'État en général. Et ça n'est pas pour dire qu'ils sont les seuls responsables. Non. Mais tant qu'eux, ils ne vont pas créer le cadre qui permette aux professionnels de pouvoir s'organiser et de s'épanouir, eh bien, ils auront toujours la plus grande responsabilité. L'État aura toujours la plus grande responsabilité dans cette situation. Il faut dire que la presse privée notamment rend un service public assez louable selon un certain nombre d'observateurs. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu partout dans la sous-région, il y a des exemples de médias assez relevés où le travail professionnel est remarquable. Vous êtes acteur politique depuis des années. Quel est votre idéal pour la presse togolaise? Quel type de médias, vous par exemple, vous rêvez pour le Togo? Et quels agents qui travaillent ou qui peuvent travailler dans ce type de médias-là? Je pense qu'il faut que nous ayons de l'ambition pour notre pays. Il faut que nous ayons de l'ambition pour notre pays, c'est-à-dire qu'il faut qu'on veuille, qu'on se batte pour le meilleur pour notre pays. Et dans ce meilleur-là, la presse togolaise est capable aussi d'offrir le meilleur en termes de qualité d'information, en termes d'investigation également, en termes d'être non pas le procureur, mais celui qui va dénicher ce que les puissants veulent cacher. C'est le rôle de la presse. Et aujourd'hui, au Togo, cette activité est une activité à haut risque. Et ceux qui s'y hasardent, eh bien, ils exposent leur liberté, ils exposent leur personne. Et quand c'est comme cela, il est impossible que les gens se donnent entièrement dans le métier qu'ils font. La presse togolaise gagnerait, enfin les médias de manière générale d'ailleurs, pas que la presse, les médias de manière générale ont besoin qu'on puisse les laisser s'épanouir. Il y a un potentiel énorme, il y a des compétences réelles, avérées, mais qui ne peuvent pas s'exprimer pleinement parce qu'il y a également de l'autocensure, parce qu'il y a également de la retenue, parce que, eh bien, il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête des journalistes où chacun se dit, je publie ceci, je dis ceci, et eh bien, peut-être que demain, on va me mettre le grappin dessus parce que j'ai été trop critique envers tel puissant ou tel autre puissant. Donc, en fait, la presse, les médias au Togo sont un peu dans un... je dirais, ils sont corsetés, ils sont enfermés dans un carcan qui ne leur permet pas d'évoluer. Moi, je regarde un peu la presse dans la sous-région, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais dans certains pays comme le Sénégal, par exemple, c'est vrai que leur démocratie est beaucoup plus épanouie que chez nous ici, mais au Sénégal, il y a des gens qui s'expriment avec talent. Ça ne veut pas dire qu'au Togo, il n'y a pas de talentueux. Il y a des talentueux au Togo, sauf que, un, ils n'ont pas les ressources matérielles pour travailler dans de bonnes conditions. Deux, ils n'ont pas la liberté requise pour pouvoir s'exprimer pleinement sans avoir peur en regardant derrière soi à chaque fois. Et tierceau, eh bien, il faut que la législation permette que les médias ne soient plus des micro-médias qui se débattent chacun dans son coin, mais il faut qu'on fasse la promotion de grands médias, de grands groupes qui peuvent véritablement être des instruments de développement en matière d'information et au-delà. C'est cela qu'il faut faire. Moi, je me rappelle, il y a 2 décennies à peu près,
un problème similaire s'était posé au Nigeria, dans les banques, où il y avait une multitude d'établissements bancaires dans tous les coins de rue. Chacun avait pratiquement sa banque. Et l'État nigérien a décidé de restructurer cette profession. Et aujourd'hui, on a simplement quelques banques au Nigeria, mais ce sont des banques qui peuvent parler avec beaucoup d'importance. Elles sont à l'écoute et on les écoute également. Oui, c'est cela qu'il faut promouvoir chez nous, dans les médias et peut-être dans d'autres secteurs également. Bien, merci. Nous avons parlé de la presse togolaise. Il y a un de ces médias-là qui est relativement bien suivi dans notre pays, c'est France 24, puisque un certain nombre de Togolais s'informent à travers ce canal-là. Et c'est sur ce canal, si j'ai bonne mémoire, qu'on a eu un sujet dans lequel vous êtes apparu, Nathaniel Olympio. Ce sujet évoquait une tribune des intellectuels ouest-africains à propos du Togo. C'est encore quoi? C'est un groupe d'universitaires et d'hommes de culture de l'Afrique de l'Ouest qui ont voulu porter un regard sur la situation politique au Togo, où le constat était fait que le Togo n'évoluait pas, le Togo est figé, et que c'était le seul pays dans la sous-région qui n'avait pas encore connu une alternance au sommet de l'État, ce qui est le cas pour pratiquement tous les autres pays, même s'il y a aujourd'hui un recul ici et là. En tout cas, tous les autres pays avaient progressé et ce n'est pas le cas du Togo. Donc, les Togolais qui généralement pensent à juste titre que l'on ne parle pas suffisamment de leur pays à l'international, et bien cette fois-ci, les intellectuels de l'Afrique de l'Ouest ont voulu interpeller les dirigeants togolais essentiellement sur la nécessité d'avoir une plus grande ouverture, une ouverture vers la démocratie pour que le Togo ne soit pas encore et continue d'être un boulet pour la CEDEAO finalement, pour l'espace CEDEAO. Vous pensez que ça passe par une tribune? Le rôle de l'intellectuel, c'est de s'exprimer, c'est d'écrire, c'est de faire des analyses, c'est de dire, c'est d'interpeller. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ne vont pas venir au Togo manifester, mais ils portent leur regard sur ce qui se passe au Togo et qui les intéresse. Et sinon, ils ne se seraient pas engagés dans cette initiative-là. Qui sont-ils, ces intellectuels ouest-africains? Ils viennent de quel pays? Il y a eu une trentaine de personnes qui ont signé. Il y a des Guinéens, il y a des Sénégalais, il y a ils sont venus de pratiquement, il y en a qui sont installés en Europe, en Occident de manière générale. Et donc, je pense que les intellectuels de manière générale dans notre pays et dans la sous-région ne portent pas un regard attentif à ce qui se passe au Togo. Et cette fois-ci, je pense qu'ils ont voulu briser cette situation-là et ils ont pris sur eux de s'exprimer publiquement, des gens comme Alioune, des gens comme Fadel Barro, des gens comme le professeur Sadio Barry. Ce sont des gens qui ne sont pas togolais, mais qui ont décidé de parler, je ne veux pas dire à la place des Togolais, mais avec les Togolais, parce qu'ils se sentent concernés par la situation togolaise, que eux tous estiment que ça ne devrait plus exister en 2021. En 2022, pardon. C'est vrai que cette tribune, moi, je ne l'ai pas lu. Mais qui sont ces Togolais-là qui, eux aussi, ont signé cette tribune? Ils sont nombreux, il y a une trentaine de personnes. Mais tu parles des Togolais. Oui, les Togolais qui ont signé. Moi, j'ai eu l'occasion de signer. Et il y a Nindewa Takpama a signé, Karl Gaba a signé, Komi Toulabor a signé. Et qui d'autre? Je ne peux pas les citer tous, je vais en oublier. Vous allez me faire pécher vis-à-vis de certains. Mais bon, ce sont des Togolais aussi qui ont accepté de signer. D'autres ont refusé de signer aussi. D'autres ont refusé de signer. Mais bon, je pense que le plus important, c'est que des gens qui ne sont pas concernés par la situation directement au Togo aient décidé d'apporter leur voix et de s'engager finalement à dire un mot sur le Togo.
Ah, vous écoutez la tribune ferait. Il y a Pierre Attiété qui a signé. Bon, voilà, des noms méridiens. Ah, vous écoutez, il y a selon cette tribune un rapport ou un lien entre l'évolution et l'alternance, évolution du Togo et l'alternance ou la non-alternance politique dans le pays. En réalité, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Togo n'évolue pas? Mais un pays est toujours en mouvement. Il y a toujours une dynamique, d'accord? Mais il y a des repères. Et certains repères, aujourd'hui, semblent figés. C'est de cela qu'il parle. C'est de cela qu'on parle. Il ne s'agit pas de dire que le Togo est statique. Non, le Togo, il y a de la dynamique, il y a des mouvements, il y a quelque chose se passe, mais ce qui se passe n'apporte pas les solutions que recherchent les Togolais. En matière de démocratie, en matière de liberté, aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'il y ait encore des prisonniers d'opinion au Togo. Il y en a plus d'une centaine selon les défenseurs des droits de l'homme. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas, après 30 ans de lutte pour la démocratie, être encore dans un espace où la même famille dirige le pays depuis 54 ans. Tout cela, alors qu'on nous dit qu'il y a des élections qui sont organisées régulièrement. Ça veut dire que, eh bien, ces élections sont finalement pas factices. Ce sont des élections qui ne répondent à aucun critère démocratique. Et donc, ça ne peut pas être une voie d'évolution. C'est pour ça qu'on dit que le Togo est figé, parce qu'on a toujours un cycle d'élections, de contestation, de répression, de dialogue, et ça recommence de manière incessante. C'est pour cela que les intellectuels ont estimé que le Togo est figé, et voilà. Est-ce que ce cycle que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il n'est pas brisé? Par quoi? En fait, le Togo a organisé les dernières élections et visiblement, le Togo est rentré dans un autre cycle qui est un cycle pacifique parce que depuis ces élections-là, le pays semble être calme. Bah, vous faites bien de dire que ça semble, parce qu'en fait, on vante toujours au Togo deux choses, la stabilité et la paix. Ce sont les deux mamelles de la propagande du régime, stabilité et paix. Mais vous voyez la vie des Togolais, vous pensez que les Togolais sont en paix? Et vous dites, vous parlez de pacifisme, que le pays est pacifique. Et en fait, ce qui est important, c'est la souffrance quotidienne des gens. Il ne s'agit pas qu'on soit en guerre ouverte ou qu'on ait des coups de fusil tous les jours comme en Ukraine ou ailleurs, sur le continent aussi. Mais quand vous regardez par exemple l'état de l'économie togolaise, tiens, ça c'est un bon exemple. L'état de l'économie togolaise, c'est comparable à l'économie de la Sierra Leone, par exemple, ou l'économie du Libéria. Ce sont des économies qui ont une situation similaire. Ces deux pays ont connu plus de 10 ans de guerre, ce qui n'est pas le cas du Togo. Donc, ce sont ces indicateurs qui montrent que le Togo n'évolue pas comme il se doit. Le Togo est comme sous une chape de plomb où tout est sous contrôle de l'œil du grand maître et que les Togolais n'ont pas le droit de sortir de ce carcan-là, sinon on leur tape dessus. On ne peut pas s'épanouir dans ces conditions. C'est pour cela que tout le monde a la perception que nous sommes figés. Quand vous parlez d'un pays figé sur le plan économique, les officiels estiment quand même que la pauvreté a largement reculé dans le pays. Je ne sais pas ce que vous appelez largement quand certaines régions du pays ont jusqu'à 77% de taux de pauvreté. Lesquelles par exemple? Quelles régions par exemple? Vous prenez l'Oti Sud par exemple. 77% des habitants de l'Oti Sud vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Même dans la capitale, il y a un taux de pauvreté extrêmement élevé. Plus de 13% dans une capitale. Plus de 13% des gens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Pour une capitale, c'est énorme. Et sur le plan national, on est à plus de 53%. Oui, bien sûr que la situation d'aujourd'hui n'est plus celle de 1990 où on avait des taux qui étaient extrêmement élevés, près de 90%. Bien entendu. Mais cela suppose qu'il y a une évolution qualitative. Vous ne pouvez pas, M. Atiogwe, vous ne pouvez pas prendre un indicateur et dire que, très bien, les choses sont en train de s'améliorer. Non, parce que
Parce que quand vous prenez ce que le chef de l'État a fait en 17 ans de pouvoir, eh bien, ça n'a aucune mesure avec ce que des chefs d'État ont fait dans la sous-région en un mandat de 4 ou de 5 ans. Non, mais en fait, le Togo a son histoire. Ça aussi, vous semblez l'oublier. Qui peut oublier l'histoire du Togo? Qui peut oublier l'histoire du Togo? Elle est tragique, cette histoire. Elle n'évolue pas parce qu'elle ne procure pas un mieux-être à la population. Il n'y a pas de construction d'hôpitaux. Il n'y a pas des écoles décentes. Et, vous savez, on peut dire, comme le régime a l'habitude de le dire, nous construisons des routes, nous faisons ceci, il y a les infrastructures. Bien sûr qu'il y a un minimum. Et Dieu merci qu'il y a ce minimum-là. Mais ce minimum, il est bien loin de ce qu'ils auraient pu faire avec les moyens qu'ils ont. Il est bien loin des objectifs qui auraient pu être atteints avec les moyens qu'ils ont. C'est là qu'il faut faire la lecture. Ne regardez pas les 10% qui sont réalisés, regardez les 90% qu'ils auraient pu réaliser avec les mêmes moyens dans le même délai. Quand vous faites la comparaison avec les autres pays au sein du pouvoir, on rappelle très souvent ce passage avide que le Togo a connu avec la suspension de la coopération internationale. Vous vous rappelez? Oui, mais ça, c'est la bonne blague. Est-ce que c'est une blague ou pas? Ça, c'est la bonne blague. Pourquoi on parlait de blague? Nous sommes... Je vous disais tout à l'heure que le Togo a une économie qui ressemble à un pays en guerre, ou un pays qui a connu la guerre. D'accord? C'est vrai qu'il y a eu cette période-là, mais bon Dieu de bon sens, ça fait combien de temps que la coopération a repris? Et est-ce que c'est la coopération qui doit développer notre pays? Mais c'est extrêmement grave d'envoyer, de présenter ces arguments. Est-ce que c'est la coopération qui Est-ce qu'elle ne fait pas partie des paramètres qui peuvent concourir justement au développement? C'est un paramètre résiduel. Ça doit être un paramètre résiduel. Mais bien sûr que c'est comme ça qu'un État se développe. Un État ne se développe pas avec la coopération. Les gens qui viennent vers nous et qui disent qu'ils nous accompagnent ne peuvent pas se substituer à nous. Ils ont leur pays à développer, ils ont leurs problèmes là-bas. Et moi, je n'ai jamais vu, nulle part dans le monde, un pays développé avec la coopération. La coopération, pour moi, c'est d'ailleurs quelque chose qui doit être revu complètement, parce que au final, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour nous ou pas. Ce qui est vrai, c'est que aucun pays ne s'est développé avec la coopération. Quand vous évoquez votre tribune, vous avez mis l'accent sur la souffrance des Togolais. Et en termes de comparaison, vous avez oublié de rappeler quand même qu'au Sénégal, ou au Mali, ou en Guinée, ou ailleurs, les gens souffrent aussi. Bien sûr, dans quel pays du monde les gens ne souffrent pas? Mais tout est relatif. Tout est relatif. Et la souffrance des Togolais est une souffrance qui ne connaît pas de répit, qui dure depuis des décennies, où les libertés sont hypothétiques, où la démocratie, le pouvoir est confisqué, où les Togolais n'ont pas le droit de faire ceci ou de faire cela, de peur de se retrouver en prison pour leurs opinions. Non, vous ne pouvez pas comparer, parce que tous ces pays de la sous-région que vous avez cités, ils ont connu au moins des étapes d'avancement en matière de liberté, en matière de démocratie. Même si, comme je le disais tout à l'heure, certains connaissent des reculs aujourd'hui. Mais eux tous, ils ont fait des avancées, ce qui n'est pas le cas du Togo. Et donc, la singularité du Togo est toujours frappante. Et les Togolais, non seulement c'est frappant, mais pour les Togolais, ce sont des souffrances. Parce qu'il y a la répression qui ne manque pas. Et souvent, elle s'exprime de manière très violente. C'est pour cela que j'ai toujours pensé et j'affirme que le problème togolais ne se résoudra pas avec les élections, ni avec le type de dialogue que l'on nous propose et qui n'ont jamais donné des résultats probants. Le Togo est dans une situation, je vais vous le dire, qui n'a que deux options possibles. Soit le régime prend conscience et fait preuve d'ouverture pour que les choses s'améliorent pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça va être la population qui va arracher son pouvoir. Le peuple togolais va arracher son pouvoir. Nous, on ne nous offre pas d'autres possibilités. Tôt ou tard, ça se passera d'une manière ou d'une autre. Et c'est cela qui manque, c'est cet esprit d'anticipation qui manque à ce régime, ce qui fait que nous sommes toujours dans ce cycle infernal et tragique. Est-ce que vous ne pensez pas que le peuple togolais est fatigué?
personne n'est jamais fatigué de la quête de la liberté. Jamais. Tant que la dictature sera au Togo, il y aura toujours des Togolais pour se dresser contre l'arbitraire. Il y aura toujours des Togolais pour se battre au risque de leur propre liberté et vie pour que les choses aillent mieux pour tout le monde. Quand vous parlez de singularité, vous faites référence à la famille Nyasingbe et récemment, ce qu'un acteur politique disait ici même, il dit n'importe quel kidam peut répéter 50 ans, ça suffit. Pensez-vous qu'un tel message, 50 ans, ça suffit? Pensez-vous qu'il reste mobilisateur? Ce n'est pas une question de mobilisateur, c'est un fait. Il faut distinguer les choses. Et il y a une réalité que les gens ne veulent pas entendre, mais elle est là, elle est implacable et on ne peut pas la cacher. Et répéter ça à satiété n'est que la vérité des faits. Maintenant, est-ce que c'est mobilisateur? Mais demandez à chaque Togolais ce qu'il en pense. Vous pensez que les Togolais ne souhaitent pas voir autre chose? Vous pensez que les Togolais ne souhaitent pas expérimenter autre chose? Vous pensez que les Togolais qui ont aujourd'hui 50 ans et qui ne connaissent qu'un seul mode de gestion et qui n'est pas quelque chose de valorisant pour eux, vous pensez qu'ils ne veulent pas changer? Oui, ils veulent changer. Mais est-ce que, oui, poser de cette façon-là, peut-être que c'est violent, mais est-ce que les Togolais ne méritent pas le régime qu'ils ont, par exemple? Oui, vous dites que c'est violent. Je dirais même que c'est très violent de dire ça comme ça parce que les Togolais n'ont pas arrêté de se battre depuis 1990 particulièrement. Si on prend cette référence du 5 octobre. Les Togolais n'ont pas arrêté de se battre et ils ont payé toujours le prix le plus cher, le plus fort. Beaucoup sont tombés, beaucoup de martyrs aujourd'hui et pourtant on n'a pas encore atteint les objectifs. C'est pour ça qu'il faut que la lutte continue et que les Togolais s'investissent davantage dans cette lutte de manière citoyenne et que chacun défende ses convictions à titre personnel. Et je pense que tôt ou tard, la voie sera trouvée pour que les choses changent. Avec Nathaniel Olympio, nous parlions de cette tribune qui a été rendue publique par des intellectuels ouest-africains. Et cette tribune, est-ce qu'elle est aujourd'hui connue des Togolais? Ça a été publié il y a environ 2 semaines. Et connu des Togolais, certains oui, puisque vous en parlez, des médias en parlent. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de promotion particulière de cela. Et peut-être que ça gagnerait d'ailleurs à être fait. Oui, derrière, la question qui peut suivre, ça amène quoi de plus? Puisque sans doute ce qui est dit dans cette tribune, les Togolais de Lomé à Saint-Cassé, ils le savent déjà. Oui, ils le savent, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le dire. Et aujourd'hui, ce n'est plus les Togolais qui le disent essentiellement, ce sont des gens de l'extérieur qui viennent parler sur nous finalement. Ils viennent parler sur nous parce qu'ils estiment que nous n'aidons pas l'espace dans lequel nous vivons ensemble, l'espace communautaire, nous ne l'aidons pas en fonctionnant comme nous le faisons dans notre pays. Donc, ils viennent nous interpeller. Ils viennent nous mettre face à notre responsabilité et particulièrement, ils interpellent les dirigeants du Togo et de la CEDEAO. Dans cet espace, on parle moins du Togo. Ces dernières années, on parle du Mali, on parle de la Guinée, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle même mais du Sénégal avec des idées d'un 3e mandat du président Macky Sall. Oui, vous savez, le Togo, le régime togolais est très doué, il faut le reconnaître. Il est très doué dans le polissage de son image. Et il dépense énormément d'énergie, énormément d'argent pour polir son image. Il nous revient à nous, qui souffrons dans ce pays, de faire également ce qu'il faut pour que cette image-là soit érodée et que l'extérieur aussi sache exactement ce qui se passe dans notre pays. C'est vrai, aujourd'hui, on parle du Mali. C'est vrai qu'on parle d'autres pays. Mais je pense que c'est parce qu'en ce moment, il y a une espèce de passage à vide où l'activité des partis politiques a été figée, a été interdite, les manifestations ne sont plus tolérées. Et tout cela ne permet pas aux Togolais de s'exprimer comme ils souhaiteraient le faire. Mais je pense que le temps viendra où
le Togolais retrouvera de la voie et retrouvera encore le chemin de ses contestations. Nous avons comme invité ce jour Nathaniel Olympio, le président du parti des Togolais. 45 minutes avec lui déjà, il nous reste 45 minutes pour terminer cette émission. Ces 45 minutes-là seront consacrées aux préoccupations des auditeurs qui peuvent le faire sur deux numéros, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Le technicien qui est là, c'est Romaric Fritas, c'est lui qui va se charger de nous faire passer dans le direct ces auditeurs qui veulent bien intervenir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, c'est Pelé. Alors, bonjour, monsieur Nathaniel Olympio. Bonjour, monsieur Pelé. Ok. Bon, une question très préoccupante pour moi, cette période-là, c'est ça que vous venez de soulever concernant les intellectuels, et tout précisément les intellectuels togolais. Est-ce que nous avons réellement des intellectuels au Togo? Ça, c'est la seule question aujourd'hui que le Togolais doit poser, parce qu'on a compris qu'à un moment donné, nos politiciens sont devenus démissionnaires. Ils n'arrivent pas à combattre le régime qui est en place, à plus forte raison qu'aux élections du 22 février 2020, il y a les leaders des partis politiques qui ont été à ces élections demandent à ceux qui ont gagné à ces élections, M. Adono Koyo, lui demandent d'amener des preuves. Alors, à ce moment-là, on a compris que tous les leaders des partis politiques sont devenus démissionnaires. Monsieur Nathaniel Olympio, est-ce que nous avons des élites, des intellectuels dans ce pays? Ils sont où? Est-ce qu'ils vivent? Est-ce que réellement nous pouvons compter sur eux? Merci. Bien, merci. Bah, je pense qu'il y a des intellectuels qui s'expriment. De tête comme ça, je peux encore ajouter le nom de Madame Maris Kouachi qui a signé cette tribune. Godwin Tété, le doyen Godwin Tété a signé la tribune. Le professeur Yao Asogba a signé cette tribune également. Oui, il y a des intellectuels, Monsieur Pelé, qui prennent encore sur eux de s'exprimer sans crainte, qu'ils soient dans le pays ou qu'ils soient à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on aurait souhaité que les intellectuels togolais transcendent la peur et la terreur qu'on fait planer sur eux. Mais malheureusement, bon, il y a beaucoup qui sont dans le silence et qui observent, malheureusement. Allô? On n'a pas encore le deuxième auditeur avec nous ce midi, le président Nathaniel Olympio du parti des Togolais. Nous avons évoqué... Oui, allez. Non, j'allais ajouter que, justement, vous voyez, c'est parce que le régime togolais se dit qu'il n'y a plus d'opposition capable de freiner son activité, qu'ils sont dans une espèce de roue libre. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre parler de l'organisation des prochaines élections régionales qui vont certainement avoir lieu en fin d'année, octobre ou décembre, disent-ils. Je pense que, encore une fois, on va dresser les Togolais les uns contre les autres dans l'opposition. Et moi, je voudrais, une fois de plus, interpeller mes amis de l'opposition sur le fait que les élections sont toujours des occasions de division de l'opposition. Et nous avons encore la triste expérience depuis l'élection 2020 où les déchirures n'arrêtent pas de mettre en lambeaux les forces démocratiques. Nous devons, et j'insiste encore une fois là-dessus, nous devons nous éloigner des choses qui nous divisent. Parce que l'élection au Togo, elle est faite à dessein pour fragiliser l'opposition. Jamais nous n'arrivons à obtenir de ces élections des solutions pour la population. Et donc, ne finissons pas par lasser cette population et qu'elle considère finalement que la démocratie elle-même n'a pas d'intérêt puisque l'élection est supposée être un instrument de démocratie. Si nous continuons comme ça, on risque de détourner le peuple du concept de démocratie parce qu'au final, celle qui est pratiquée dans notre pays ne leur procure pas
le bien-être auquel il aspire. La question que j'allais vous poser justement sur ces élections-là, c'était de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'opposition, mais visiblement vous avez répondu que c'est une mauvaise nouvelle. Et donc cela suppose que on doit mettre ces élections-là en parenthèse. Mais pour moi, les élections au Togo sont une absurdité. C'est une absurdité parce que les élections sont supposées clarifier le débat politique et faire le tri entre ce que le peuple veut voir comme dirigeant et les autres dont on rejette les propositions, les projets de gouvernement. Or, ce qui se passe, c'est que la voix du peuple n'est jamais respectée. Donc finalement, l'élection devient comme un instrument pour rendre le peuple incapable d'avoir une voix qui lui procure les résultats qu'il attend. Et c'est une humiliation pour le peuple togolais, vous savez. Allô? Allô? L'auditeur, il est parti en réalité. Allô? Allô? Oui. Allô? Ouais. Rapidement, pour ta réponse, je suis un peu satisfait. Mais satisfait de telle manière que, est-ce que les politiciens institutionnels, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut compter encore sur les politiciens encore dans ce pays? La question là, il faut qu'il me réponde. Au moment où celui qui a été le troisième. Non, mais en fait, vous revenez à chaque émission pratiquement sur cette élection de 2020 et sur la position du premier, du deuxième, du troisième. Malheureusement. Moi, non, attends, je crois, apparemment, il n'est pas parti. Allô? Allez-y. Oui, moi, je pense que les gens parlent et continuent de parler de l'élection de 2020 et c'est normal qu'ils le fassent parce que c'est le dernier événement majeur politique qui s'est produit dans le pays. Donc, c'est la dernière référence et on parle de cela. Je pense que ça a été une expérience amère, comme à chaque fois d'ailleurs, pour les Togolais. Et les Togolais se sont rendus compte que les élections n'apportent pas de solution à leurs préoccupations. C'est pour cela que les gens n'arrêtent pas d'en parler parce que ça a été l'entourloupe, encore une fois. Mais il parle de la démission des acteurs politiques. Si les acteurs politiques, si on n'en parle plus parce qu'ils ont démissionné, on a qui ou quoi à la place? Il y a deux choses. D'abord, les acteurs... Est-ce que nous avons un auditeur là? Allô? On prend cet auditeur et puis... allô? 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 Oui. Oui, c'est Paul. Paul. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Moi, personnellement, j'ai entendu qu'il parle des politiciens que la politique est un rapport de force. Si ça allait ainsi, est-ce qu'il vaut mieux encore aller de dénonciation en dénonciation, alors que parmi ceux-là qui dénoncent, des fois, se retrouvent à table avec ceux qui critiquent. Voilà, vous l'avez compris? Oui, j'ai compris ce qu'il a dit. Je pense que si les Togolais savent qu'il y a des acteurs politiques qui ne répondent pas à leurs préoccupations et qui ne correspondent pas à ce qu'ils attendent, mais il revient à chaque Togolais de faire le choix de l'acteur politique qui correspond le mieux à ses attentes. Donc, la question pour moi ne se pose même pas de savoir que tel leader politique a déçu ou a démissionné. Eh bien, allez vers celui qui vous inspire, celui qui correspond à vos attentes. C'est vers lui qu'il faut aller. Et donc, la dénonciation des uns, ok, vous le dites, mais une fois que c'est fait, quelle est l'action derrière? L'action, c'est de pouvoir être ensemble avec ceux avec qui vous avez une opinion convergente. Allô? 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 Alors, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour. Nous voulons quelque chose. Et vous avez dit que la démocratie vient des pouvoirs, c'est une force.
C'est pourquoi M. Clément vous a dit comme ça, allez chercher des armes pour nous venir diriger. Personne n'a pas cherché des armes. Si vous n'avez pas déjà d'armes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être unis. Pourquoi l'opposition est divisée comme ça? Et laisser la porte ouverte à venir de ce gouvernement jusqu'à présent. Moi, j'appuie souvent pour les opposants. Soyons unis pour dégager unis avant de faire avant de proposer. Qu'est-ce que nous allons faire pour développer notre pays? Regardez la guerre à l'Union européenne, bien à Occidentaux. Maintenant, ça touche nous à l'Afrique. Et vous qui avez été qui avez fait l'Europe, qu'est-ce que vous avez nous ramené? Je sais que si vous avez ramené quelque chose d'expansé dans le pays, l'insécurité vous empêche. Donc, comment on peut développer l'Afrique sans avoir les Africains même? Les Africains même chassent les Africains dans leur territoire. Donc, qui peut développer l'Afrique maintenant? Merci. Bonne émission. Moi, je dirais que nous ne devons plus nous poser la question pourquoi les leaders de l'opposition sont divisés. Le pourquoi, ce n'est pas la bonne question. Pour moi, la bonne question, c'est qu'est-ce qui les divise? C'est ce qu'il faut identifier. Et moi, ce que j'ai identifié comme facteur de division, c'est l'élection. C'est à chaque fois qu'il y a une élection que les Togolais de l'opposition se posent entre eux. C'est pour cela que il faut s'écarter de ce qui nous divise. Il faut qu'on revienne sur ce qui nous rapproche. Ce qui nous rapproche, c'est la lutte pour la libération du Togo. C'est la lutte pour la démocratie et pour la liberté de chacun. Ces points, ce sont des points de convergence. C'est autour de ça que nous devons nous battre et non autour des élections. À chaque fois, vous verrez, les élections régionales vont arriver, mais vous verrez comment l'opposition va encore se déchirer une fois de plus. Et ça n'a jamais raté. Donc, est-ce que c'est pas parce que... Les Togolais qui m'écoutent, regardez comment ça se passe à chaque élection. Et dites-vous quel est l'intérêt pour vous, Togolais, pour vous, personnellement, eh bien, d'aller participer à une élection dans ces conditions. Est-ce que ce type de discours que vous tenez abondamment, parce que ce n'est pas la première fois que vous le tenez, est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez peut-être aucun intérêt à participer à ces élections alors que d'autres ont des intérêts, sans doute? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Assemblée nationale, il y a des acteurs politiques issus de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale, et qui certains y étaient il y a encore quelques années. Ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que finalement, les gens y sont pour leur intérêt personnel. Et non, mais en fait, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous représentez le peuple, vous défendez le peuple à l'Assemblée nationale. Justement, quand vous défendez le peuple, il faut qu'il y ait le fruit de votre action au bénéfice de la population. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas dire que... Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas dire que depuis le début du processus démocratique au Togo, il n'y a pas de loi de prise à l'Assemblée nationale qui soit favorable au peuple togolais. Quelles sont les lois ou les propositions de loi, les lois qui ont été votées sur proposition de l'opposition? Jamais il y en a eu. En 30 ans, il n'y en a jamais eu. Même pas une seule fois. Le pouvoir en place, le régime en place, n'a même pas fait semblant une fois d'accepter de voter une proposition de loi. Donc, non, finalement, quand c'est comme ça, ça veut dire que la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale n'apporte rien au peuple, puisqu'il n'y a que les lois, les projets de loi, donc les lois qui émanent du régime, qui sont votés. Donc, quelle est la raison d'être? Allô? C'est votre réponse. Nous, on ouvre tous nos téléphones pour le quatrième auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Moi, c'est mon constat personnel. Les leaders de l'opposition togolaise, partout, sur les réseaux sociaux, dans la presse, sur les radios seulement qu'on vous voit, vous parlez trop. Vous venez sur les antennes, les journalistes vous posent toutes les questions de tout le monde. Et si vous stratégies, vous les détaillez. Combien de fois vous regardez, vous voyez les responsables du parti pouvoir sur les radios. Taoufik. Taoufik. Oui, mais en fait, le constat que vous faites et ce que vous dites, vous voudrez que nous mettions fin carrément à nos différentes émissions sur les différentes radios. Oui, mais en fait, si les acteurs politiques ne peuvent plus répondre aux questions des journalistes, cela suppose que demain, il n'y a plus d'émissions sur les radios. Ou bien?
viennent trop sur les radios avec tout ce qu'ils ont comme secret sur la et c'est tout sur les radios. Et pour terminer là, le parti de monsieur la première solution là, si toutes les candidats de l'histoire au Togo, combien de fédérations vous avez sur le terrain? Et sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Parce que les partis politiques, c'est sur le terrain. Mais on ne voit rien sur le terrain, c'est sur les antennes qu'on le voit. Pourquoi ça se passe ainsi? Ok, c'est noté. Alors, Monsieur Taoufik ne souhaite plus qu'on fasse des émissions, faut plus qu'on s'exprime, mais je pense que c'est l'expression justement d'un ras-le-bol, parce qu'il ne voit plus d'intérêt dans tout ce que nous faisons, parce qu'il n'y a pas de résultat tangible dans l'action qui est menée par l'opposition. Et il a bien raison de se poser toutes ces questions. C'est pour ça que nous devons prendre conscience de la nécessité de réorganiser et de réorienter la lutte que nous menons et de savoir et de revenir au fait que cette lutte doit être plus citoyenne, donc plus allégée des organisations et que les gens puissent s'engager à titre personnel pour défendre leurs convictions. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cette lecture des choses et certainement que nous allons avancer dans notre capacité à mettre en œuvre ces idées. Il a dit quelque chose aussi qui est important, c'est que là, même si vous n'êtes pas d'accord avec les élections, on voit rarement le parti des Togolais sur des manifestations, notamment à Lomé ou à l'intérieur du pays. C'est de cela qu'il s'agit aussi, puisqu'aujourd'hui, on a constaté qu'un certain nombre d'acteurs politiques sont de nouveau sur le terrain. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont déjà en pré-campagne, c'est vrai. C'est vrai également que nous, aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus faire de promotion partisane. Parce que justement, c'est ça qui nous divise également. Parce qu'à partir du moment où chaque parti vient faire la promotion de ce qu'il est, de ce qu'il pense, etc., eh bien, c'est nécessairement en différenciation ou en opposition avec d'autres partis d'opposition. Et c'est cela qui crée la déchirure au sein de l'opposition, parce que chacun veut montrer qu'il est le meilleur. Et donc, il se bat pour son intérêt. C'est cet intérêt partisan qu'il faut mettre de côté pour mener une lutte citoyenne. Tant que nous allons faire la promotion de nos partis, eh bien, les partis d'opposition vont se télescoper parce que c'est chacun, je suis plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus ceci. Et ce n'est pas ça qui peut nous unir pour qu'on mène la lutte ensemble. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est Concours. Oui. Bon, je voudrais savoir si les partis politiques sont financés au Togo. Que faites-vous de tout ça? Bien, merci. On parle de financement public des partis politiques. Ben, d'après la loi, les gens qui participent à des élections reçoivent, dans certaines conditions, de l'argent de l'État. En dehors de ça, ceux qui ne participent pas à des élections ne reçoivent pas d'argent de l'État. Voilà. Vous, visiblement, vous n'avez jamais reçu. Alors. Nous n'avons jamais reçu un centime de l'État. Vous comptez continuer par ne pas recevoir? Et ce n'est pas ça la question. Enfin, vous comptez continuer pas rester dans la position qui est la vôtre? La position qui est la nôtre, c'est de se battre pour que les élections retrouvent une crédibilité. Bien, merci. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Ok, allez-y. Je suis entrée comme un cheveu dans la soupe. Hein. Je sors de Metz. Et puis, j'entends M. Olympio parler. Donc, je sais que c'est l'opposition qui est là. Les gens parlent de l'union de l'opposition. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce qu'on a quitté cette histoire de parti unique depuis la conférence de la Baule en 91, je crois. Et chaque parti n'a qu'à évoluer tout seul sur le terrain. Et puis, nous sommes dans une dictature militaire qui fait qu'il y a plein de partis qui se réclament de l'opposition alors que c'est des partis satellites du régime. Les Togolais doivent différencier les vrais partis de l'opposition qu'il y a sur le terrain. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ils doivent différencier ça
et arrêter cette histoire de l'union de l'opposition. Parce qu'on le fait depuis le Code 2. Ça fait 40 ans qu'on est dessus. Code 2, CST, Code 1, tout ça là, et C14, tout le reste, ça n'a rien donné. Il n'y a que du sabotage sur sabotage. Et ça n'avance pas. Qu'est-ce que moi je propose? Est-ce qu'on ne peut pas faire, trouver une formule pour une gouvernance alternative? Parce que le régime qu'on a, qui a connu Kennedy et De Gaulle, ne fera jamais rien. Ne fera pas de réforme, ne fera pas d'élection claire. Ils sont là et ils sont là, quoi. Donc, qu'on cogite quelque chose pour une gouvernance alternative par région. Et si est parti, est-ce que c'est possible, sa proposition? Alors, c'est une idée qu'elle a lancée, mais je pense que les Togolais doivent trouver la bonne formule. Et les Togolais ne manquent pas d'imagination. Mais pour qu'il y ait une bonne formule, il faut qu'il y ait volonté d'arriver à une bonne formule. Pour le moment, ceux qui ont le pouvoir entre les mains ne veulent surtout pas que les choses changent. Ils veulent maintenir les choses en l'état. C'est pour cela qu'il y a confrontation. C'est pour ça qu'il y a contestation et c'est pour ça qu'il y a cette lutte-là. Tant que ce sera comme ça, il ne faut même pas espérer avoir une position commune parce que nous sommes diamétralement... Il y a quelque chose qui me dérange dans votre développement, c'est que vous êtes pour la démocratie au Togo et vous usez par exemple de la liberté à communiquer sur les médias. Mais en même temps, un des paramètres essentiels également de la démocratie, qui est l'élection, ou que sont les élections, vous êtes visiblement contre. C'est ça qui est un peu gênant. Vous êtes satisfait des élections au Togo? Mais ça, je ne suis pas acteur politique. Non, vous êtes un citoyen. Vous votez. Mais je regarde, je vote. Ah vous votez. Oui, vous êtes satisfait? Vous n'êtes pas satisfait. On donne des résultats, je prends acte des résultats qui sont donnés. Si vous êtes satisfait, vous alliez me dire oui, je suis satisfait. Vous ne l'êtes pas. Et les Togolais ne le sont pas. Donc, oui, je suis démocrate. C'est pour cela que je me bats pour que, d'abord, on ne résume pas les difficultés du Togo à l'élection. Ça ne se résume pas à l'élection, d'une part. Et d'autre part, quand il y a des élections, il faut que ce soit des élections qui correspondent à l'expression populaire. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est cela que je conteste. C'est la manière dont c'est fait, c'est les conditions dans lesquelles c'est fait, et c'est l'instrumentalisation de l'élection. C'est tout cela que je conteste. Ce n'est pas la fonction électorale que je conteste. Est-ce que nous avons quelqu'un au téléphone? Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, c'est Pelé. Non, Pelé, vous êtes intervenu 2 fois déjà, Pelé. Non, mais ça a été coupé. Ok, terminé, Pelé. Je parlais toujours de... Tout à l'heure, vous venez de dire que ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que les gens ne sont pas fatigués pour les élections? Non, en réalité, il y a des options pour prendre le pouvoir. Ça pas le but, ça pas le but. Je pense que le pouvoir togolais n'a qu'une seule option, qui n'est que d'aller aux élections. Mais comment organiser une élection transparente? Est-ce que c'est la volonté ou c'est la volonté du pouvoir? On voit clairement qu'il n'y a pas la volonté du pouvoir en place. Ils veulent faire une élection parce qu'à chaque fois, on sent le peuple vers la violence. Vous voyez? Parce que lorsqu'on veut nous imposer une élection privée, la situation va se radiquer. Il va le radiquer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut aller encore? Est-ce que, voilà la dernière élection qui va passer, est-ce qu'il y a aussi un processus électoral qui est en place? L'exploitation électorale qui est en place. Mais, actuellement, il y a un groupe qui est parti à une réunion qu'on a appelée cela, qui ont déjà préparé une série pour utiliser encore. Je voudrais demander à M. Nathaniel, est-ce que le Togo est encore prêt pour aller à une élection avec une série pour utiliser? Oui, en fait, Pelé, si vous écoutez correctement notre ami ou notre invité, il a répondu déjà à cette question. Ou bien, puisque lui n'est pas dans le schéma d'une élection. Donc, a fortiori, en fait, peut-être que je me trompe, hein. Non, vous ne vous trompez pas. La seule chose que je n'ai pas spécifiée aujourd'hui, c'est justement que la CENI, qui est un organe d'organisation des élections aussi, n'est pas un instrument adapté à ce que nous recherchons, nous Togolais. Donc oui, il a raison de le souligner de manière spécifique. La CENI, telle que c'est aujourd'hui, ne correspond pas du tout à quelque chose qui peut donner satisfaction.
Mais je voudrais réagir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que je jouis de la liberté d'expression et pourtant je conteste les élections. En étant démocrate, ça peut paraître antinomique. Mais moi, quand je parle, je tourne ma langue 7 fois avant de parler. Parce que rien que parce que je dis, d'autres se sont retrouvés en prison. C'est aussi cela la réalité. On vous laisse parler, mais attention, réfléchissez à ce que vous dites. Mais je vous vois parler librement là. Oui, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans ma tête. Non, mais il ne se passe rien. Avant que les mots ne sortent. Je n'ai pas dit qu'il ne se passe rien dans votre tête. Mais c'est une insulte de dire qu'il ne se passe rien dans non, mais ma tête. Non, mais en fait, vous n'avez pas peur quand même. Non, vous ne pouvez pas me dire que vous avez peur. La peur, je la transcende en réalité. Je la transcende. Mais j'ai conscience que des gens qui ont fait des émissions se retrouvent en prison. Et il n'y a pas un seul, pas deux, un certain nombre. Ils sont combien? Ils sont combien? Parce que par rapport au nombre d'émissions qui sont faites quotidiennement au Togo. Même si c'est une seule personne, oui, mais dites de cette façon, pour quelqu'un qui n'est pas au Togo, il va croire qu'au Togo, quand on finit une émission, on va en prison. Mais vous ne pouvez pas dire ça, puisque... Mais c'est ce que vous dites, vous. Mais non, c'est vous qui l'interprétez. Je dis que je fais une émission et j'ai le droit de faire une émission, mais je dois faire attention à ce que je dis. C'est l'autocensure. Ok. Comprenez-vous? C'est noté. On va essayer d'avoir cet auditeur. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, quel est votre nom? Manuel de Bagdad. Manuel, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ma question. La fois dernière, lors de votre précédente interview, vous avez demandé pourquoi ne pas unir tous ensemble les partis politiques pour pouvoir évoluer dans les systèmes. Deuxième, si lors de la compétition des élections présidentielles, pourquoi si le gouvernement, le parti, pourquoi si fait le gouvernement, il vous invite, pourquoi vous refusez de participer? Je vais parler des opposants. Ça dit les questions. Bien, merci. Ouais, en fait, je ne sais pas, sur la première partie de la question, sur l'unité, c'est clair que c'est une question qui revient, je ne sais pas si vous avez une réponse. Bon, je pense que aujourd'hui, l'opposition togolaise est plurielle. Il faut prendre en considération que la lecture que les leaders font de la situation ne sont pas des lectures qui se rejoignent. Et donc, à partir de ce moment-là, il est difficile que les gens puissent mener un combat ensemble. D'être ensemble. Sur la deuxième partie de la question, moi-même, je n'ai pas très bien compris quand on fait appel aux opposants et pour éventuellement participer à un gouvernement. Je crois que c'est l'idée derrière. Je pense que les Togolais ont déjà eu cette expérience-là à plusieurs reprises, que des gens de l'opposition participent au gouvernement. Donc, et encore une fois, ça n'a pas apporté une solution au problème des Togolais. Donc, ça n'est pas la solution. Bien, merci. Allô? Allô? Oui? Allô, bonjour. Oui, salut. On vous appelle comment? Oui, C'est? Didier, vous êtes à l'antenne. Oui, je voulais poser une question à notre invité. Moi, je me comprends, il nous dit qu'il n'est pas dans un chemin d'élection. Quelle est la situation alors? D'autant plus qu'ici, où est l'Assemblée qu'il est aujourd'hui, malgré tout ce que nous pouvons dire sur l'Assemblée présidente, l'Assemblée présidente va être 1000 fois mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Au moins, on a le courage, vous avez le temps de parler, vous avez la possibilité d'aller à l'extérieur, parler, discuter avec les parlementaires africains, européens ou dans le monde pour pouvoir dire au moins ce qui se passe au Togo. Voilà, aujourd'hui, rien ne bouge au pays. Même les manifestations, c'est impossible de les faire. Vous dites de parler aux élections, mais si plutôt vous encouragez les gens à aller massivement voter. Moi, je suis sûr que si nous sortons au moins 80-90% des Togolais aller voter, même si les gens votent, ils ne pourront pas avoir la majorité. Mais si vous dites ça, ce n'est pas la facilité, vous prenez ça, M. Riccio. Bien, merci Didier. Est-ce que vous vous rappelez, monsieur, de l'élection de 1998 avec le taux de participation des Togolais? Je suis sûr que vous vous en souvenez. Et il était très élevé, la participation. Ça n'a rien changé. Ce qui se passe au Togo n'est pas une question de taux de participation. En 1998, c'était une élection présidentielle. Bien sûr.
Ce qui se passe au Togo n'est donc pas une question de taux de participation. Ce n'est même pas une question de qui participe ou qui ne participe pas. C'est simplement parce que l'élection telle que c'est fait au Togo n'apportera jamais de solution au problème des Togolais. Donc il faut penser autre chose. Et il ne faut pas dire également que... Non, mais en fait, ça aussi, vous le dites tout le temps. Il faut penser autre chose. En démocratie, autre chose, c'est quoi? Mais nous ne sommes pas en démocratie, monsieur. Non, mais en fait, vous ne pouvez pas dire qu'on n'est pas en démocratie. Ah, mais vous êtes en démocratie, vous? Mais vous dites de cette façon-là qu'on n'est pas en démocratie. De quelle façon souhaitez-vous qu'on le dise? Oui, mais au Togo, on organise les élections. Au Togo, par exemple, là, nous tenons ce type d'émission. Il y a, par exemple, les activités des partis politiques, même si parfois certaines de ces activités souffrent des restrictions. Mais quand vous dites tout de go qu'on n'est pas en démocratie, si vous dites qu'on est en apprentissage pour parfaire la démocratie togolaise, peut-être ça passerait mieux. Vous savez, si c'est pour faire plaisir à vos oreilles, moi, je ne suis pas dans la complaisance. Moi, je veux dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous le ressentez en tant qu'acteur politique. Et tel que le peuple togolais le vit également. Parce que si le peuple togolais ne le vivait pas de cette manière-là, eh bien, il ne sortirait pas manifester dans la rue par centaines de milliers. Parce qu'il le ressent comme ça. Parce qu'il ressent qu'il ne vit pas en démocratie. Parce qu'il ressent que ses droits sont hypothéqués. D'accord? Donc, disons les choses telles qu'elles sont. Ce que je voulais dire lorsque vous êtes intervenu, c'est que ça n'est pas parce que il y a des gens à l'Assemblée et qui peuvent s'exprimer que nous devons nous satisfaire de ça. Parce que M. Didier, qui est passé tout à l'heure, disait que l'Assemblée, la législation précédente était mieux que ce que nous vivons aujourd'hui parce qu'il n'y a plus vraiment d'opposition à l'Assemblée nationale. Mais je trouve que c'est se contenter du minimum. D'accord? Et le minimum, ce minimum-là n'apporte pas de solution. Mais tout le temps que l'opposition a été en force, si je puis le dire ainsi, à l'Assemblée nationale, concrètement, quel résultat nous avons obtenu? Donc, ce n'est pas la présence à l'Assemblée qui est importante, c'est ce que ça produit comme résultat aux Togolais, c'est ça qui est important. Or, jusqu'à présent, ça ne produit pas ce qu'il faut. Nous allons dire un mot de la guerre en Ukraine, à moins qu'il y ait un auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous m'excusez de revenir. C'est Didier? Oui, monsieur Luc ne nous a pas dit la solution. Il nous dit non, ce n'est pas l'élection, il nous dit jamais la solution. Mais autre chose, c'est quoi? C'est concret. Autre chose, c'est quoi? Ok. C'était les élections présidentielles. Mais vous boycottez sur les élections municipales, les élections législatives. Au moins avec les élections législatives, vous avez des gens qui font les sérieux, qui mobilisent les sérieux. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Même si les Européens, même si les organismes veulent demander des élections sur le Togo, c'est aux parlementaires présents qu'ils demandent. Au moins, vous pourrez mobiliser les sérieux avec, moi, c'est même 10, 35, même 10 députés à l'Assemblée, M. Olympio. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand revenez en 2017, lors des plus grandes manifestations, les dernières grandes manifestations que nous avons faites, quand l'extérieur vient, quand les médias viennent, quand les médias internationaux viennent, quand les facilitateurs viennent, ils rencontrent qui? Ce sont les députés? Non, monsieur. Ils rencontrent les leaders qui portent le mouvement. Ce n'est pas une question d'être député pour être entendu. Il faut porter la voix du peuple pour être entendu. Et l'Assemblée nationale aujourd'hui ne porte pas la voix du peuple. Donc ne dites pas, la solution, je l'ai dit ici. J'ai dit qu'on n'a que deux options. La première option, c'est que le régime lui-même fasse preuve d'ouverture. La deuxième option, si ce n'est pas le cas, la seconde option, c'est que le peuple arrache son pouvoir. Il n'y en a pas une autre. Non, mais en fait, merci de la qualification. Mais Didier, oui, c'est ça sa réponse à lui. Donc, nous sommes en démocratie. En fait, c'est comme ça que je le pense. Chacun est libre de... C'est noté, cher ami Didier. Bon après-midi. Il nous reste une dizaine de minutes pour terminer cette émission. Je voudrais qu'on parle de la guerre en Ukraine, puisque c'est l'actualité du moment et ça occupe massivement les médias. Et honnêtement, beaucoup d'observateurs avaient pensé à une guerre éclair.
parce que c'est la grande Russie avec sa grande armée. Mais là, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines. Et puis là, on tend vers la 3e semaine. Est-ce que vous êtes surpris? D'abord, je veux dire que qu'une armée d'un pays décide de porter la guerre dans un autre pays, c'est quelque chose que personnellement je désapprouve totalement. Parce que je pense que ce modèle de relation entre nations n'est pas la meilleure option, ça n'est que souffrance pour la population. Mais ce qu'il faut noter en réalité, c'est l'échec de notre organisation mondiale aujourd'hui. L'ONU, qui est supposée être l'instrument de paix, de préservation de la paix et donc de sécurité pour tout le monde, l'ONU aujourd'hui a montré complètement ses limites. Et les nations, quand ils pensent que leur intérêt stratégique vital, et j'insiste sur le mot vital, quand leur intérêt stratégique vital est menacé, eh bien, ils font usage de tout ce dont ils disposent pour défendre cet intérêt. Que ce soit par la diplomatie, que ce soit par des solutions moins avouables et secrètes, que ce soit la guerre, eh bien, il fait usage de tout ce dont il dispose. C'est ce modèle-là qui montre ses limites aujourd'hui parce que, eh bien, le parcours que nous avons connu ces dernières décennies dans le monde montre que ceux qui en ont la capacité militaire essentiellement, eh bien, peuvent décider du jour au lendemain de porter la guerre dans un autre pays parce qu'ils estiment que c'est ça qui répond à leur intérêt. Donc, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça, d'autant plus qu'aujourd'hui, pour la première fois dans le cas de l'Ukraine, eh bien, les grandes puissances en sont venues à évoquer l'éventualité de recours à l'arme nucléaire. Ça ne s'était jamais fait depuis, je dirais, la crise des missiles de Cuba. Aujourd'hui, le monde a tremblé parce que cette possibilité a été évoquée. Rien que de l'évoquer, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, le monde, dans ses relations internationales, tel que ça fonctionne aujourd'hui, eh bien, fait courir un risque majeur à l'ensemble de la planète. C'est cela qu'il faut revoir. Et donc, c'est les structures à l'intérieur de l'ONU, le fonctionnement de l'ONU, le Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité. Ce sont toutes ces notions-là que nous devons revoir pour que le modèle soit plus adapté aux réalités de notre époque. Sinon, eh bien, aujourd'hui, l'Ukraine, les Occidentaux disent on ne va pas intervenir militairement. Donc, si demain ça se reproduisait, ils auront également la même position ou pas? Ou est-ce qu'ils finiront par en avoir assez et à rentrer en conflit direct entre grandes puissances? Donc, tout cela, ce sont des interrogations et des inquiétudes pour moi. Et que je dis, c'est peut-être l'occasion jamais d'avoir le courage de revenir sur ces questions de Conseil de sécurité et que l'équilibre soit rétabli et que le monde ne redevienne pas unipolaire et qu'il y ait un retour à une paix qui rassure tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Cette préoccupation était celle également exprimée par l'ancien président français Nicolas Sarkozy, récemment sorti d'une audience à l'Élysée. Mais dans l'immédiat, ce qu'on remarque, c'est cette course à l'armement, parce qu'on a écouté plusieurs capitales européennes dire que dorénavant, il va falloir se réarmer. Oui, c'est, je dirais, la mauvaise solution qui sont encore en train d'engager. Et le président Sarkozy, ben, je suis désolé, mais quand il a été président de la République, il n'a rien fait pour que les choses changent, bien au contraire. Il a profité de ce fonctionnement et c'était même pas très glorieux pour lui parce que c'est lui qui a causé ce qui s'est passé en Libye. Et je précise en outrepassant les résolutions des Nations Unies. Donc, oui, aujourd'hui, il constate, malheureusement, il n'est plus aux affaires, mais il constate que la manière dont l'ONU fonctionne ne correspond pas. Et la crise ukrainienne amène les pays occidentaux à s'engager encore dans une course aux armements.
je ne suis pas certain que ce soit la solution parce que les armes les plus sophistiquées existent aujourd'hui. On veut encore les rendre encore plus meurtrières. Ça ne peut pas être la solution. Tant qu'on accumule les armes, eh bien c'est à des fins d'usage. Ce n'est certainement pas pour faire une galerie de portraits ou une galerie que les gens viendraient visiter, mais quand on se dote d'armes, c'est pour en faire usage à un moment ou à un autre. Donc, la course aux armements, c'est reparti. L'Allemagne vient d'annoncer que 2% de son budget seront désormais affectés à l'armement, ce qui est une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne sais même pas si la France est heureuse et tranquille de voir l'armement de l'Allemagne se remettre en place, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la course aux armements ne peut pas être une solution pour la construction de la paix. Ce qu'il y a, les conséquences vont être terribles pour un certain nombre de pays dans le monde. D'abord, on voit que l'Ukraine est en train d'être détruite en partie. Et puis, on a écouté le président français Emmanuel Macron se préoccuper du sort de l'Europe, mais aussi de l'Afrique, sur d'éventuelles famines sur le continent africain. Est-ce que l'Afrique, là, sur ce qui se joue, peut se repositionner, peut tirer des conséquences, en fait, on peut tirer des leçons et se repositionner d'une certaine manière pour qu'au sorti de ce choc-là, être mieux vu, mieux ressorti, par exemple? Alors, je vais revenir sur un incident qui s'était produit en 2011 quand le bombardement de la Libye avait commencé. Et des chefs d'État à l'époque, le président de l'Union africaine et d'autres chefs d'État, je crois que c'était le président Teodoro Obiangema à l'époque, qui était le président de l'Union africaine, et d'autres chefs d'État avaient voulu, le président Ouad, si je me souviens aussi, avait voulu faire une mission de bons offices en Libye pour essayer de calmer les choses. Eh bien, j'ai encore à l'esprit comment il leur avait été interdit, avec des menaces même que leur avion soit pris pour cible. Et donc finalement, ils n'ont pas pu faire ce voyage-là alors qu'ils voulaient contribuer à résoudre un problème qui se passait en Afrique. Donc, l'Afrique n'a pas voix au chapitre et on ne donne aucune considération à l'Afrique lorsqu'il s'agit des questions traitées par les plus grandes, les grandes puissances. Et sauf bien sûr quand il s'agit de voter au Conseil de sécurité pour porter une voix diplomatique, etc. Mais concrètement, est-ce que l'Afrique est capable de tirer des enseignements de la situation d'Ukraine? Et cela aurait été souhaitable, mais est-ce que dans la configuration que nous vivons aujourd'hui, est-ce que c'est réaliste de penser que ça va se faire? Moi, je suis pessimiste sur ce point précis parce que nous avons encore beaucoup de difficultés dans nos États. À l'intérieur de nos États, nous avons encore beaucoup de difficultés et donc c'est difficile que dans nos organisations, on puisse trouver les bonnes voies. La CEDEAO souffre également de la même chose parce que les pays qui composent la CEDEAO sont dans des conditions très différentes, n'ont pas la même lecture de la démocratie, n'ont pas la même lecture des relations internationales et donc tout ça fait que bien, nous sommes des organisations très fragiles et sans autonomie financière. Et donc, comment pouvons-nous aller peser sur des débats qui ont lieu entre les grandes puissances quand bien, nos organisations à nous sont en grande partie financées par l'extérieur? Ce n'est pas réaliste, donc nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Pour la première fois, vous l'avez dit, on emploie le mot où on parle de l'usage ou de l'utilisation de l'arme nucléaire. Et pour la première fois, depuis longtemps aussi, de plus en plus de chefs d'État parlent de la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Est-ce que cela vous effraie? Moi, je pense que telles que les choses sont aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus d'une confrontation entre puissances, entre grandes puissances. Et si des grandes puissances finissent par avoir une confrontation entre elles, eh bien, ça entraînera le monde entier. Et ça, j'ose espérer que ceux qui en ont le pouvoir ont véritablement conscience de ça et prennent des dispositions ou prendront les dispositions pour que les choses se calment. En tout cas, le seul fait que l'Occident ait clairement indiqué qu'ils ne vont pas intervenir sur le terrain en Ukraine, eh bien, c'est une manière de dire nous voulons
absolument éviter une guerre entre grandes puissances. C'est déjà quelque chose qu'il faut noter, mais on ne peut pas s'arrêter à ça parce que ça voudra dire que chaque grande puissance a le droit d'aller attaquer un autre pays et qu'une autre grande puissance ne viendra pas s'opposer à ce qu'il fait. Et le monde ne peut pas continuer à vivre aussi de cette manière-là. Merci d'être venu. L'émission d'aujourd'hui, elle s'achève. Elle a été donc animée par le président du Parti des Togolais, Nathaniel Olympio. Cette émission mise en onde par Romaric Freitas. J'ai posé des questions. Moi, je m'appelle Pierre Ouatiogbe. Au revoir.